Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Radioprogramm und wünsche Ihnen einen recht guten Empfang. Une nouvelle de Stephen Baxter, Metal-Welt. Le bombardier antipodal, vert de Vaslubist, s'accrochait à son rail de lancement étincelant. L'oxygène s'échappait avec colère et la vapeur flottait sous la forme austère de la croix impériale allemande ornée sur la coque voyante du volplane. Pour Michael Kilduff, le verdeur ressemblait à un oiseau de proie cloué au sol. De hauts nuages recouvraient un immense ciel en forme de dôme. Le vent traversait les couches de laine de la combinaison de vol de Kilduff et faisait pleurer ses yeux sous ses lunettes. Dieu, c'est censé être le mois de juillet. Combien de temps allait-on le faire attendre avant de le laisser monter à bord ? Il croisa les bras autour de son corps et essaya de ne pas frissonner. Les techniciens allemands le regardaient impassibles. L'aérodrome était une tache de béton brûlé ici sur la côte nue de la Baltique, en Europe du Nord. Les quelques bâtiments étaient trapus et fonctionnels et la rampe de lancement de 2 miles du bombardier était une flèche d'argent pointant vers l'est, vers l'ancienne ville prussienne de Stolpe. Kilduff était le seul Américain de l'aérodrome. Il se sentait complètement isolé, comme s'il était seul ici, au cœur immense et désolé de la Metal Europa de 1940. « Herr Kilduff !» La voix derrière lui était féminine, précise. Kilduff se retourna. « Je suis l'Oberstleutnant Guderian. Eva Guderian. »« Ah ?» dit-il. « Le pilote du Verde ? J'ai beaucoup entendu parler de vous, Oberlieutenant. » Il leva sa main gantée avec hésitation, se demandant s'il devait proposer de serrer la sienne. Guderian observait ses tâtonnements sans faire le moindre effort pour le mettre à l'aise. Son visage était carré et sévère, ses yeux presque noirs, ses cheveux invisibles sous sa casquette de vol. Sa combinaison de pilote était d'un noir de jet inscrite avec l'identité de son Bombergeschwader, le groupe de bombardiers à longue portée auquel elle appartenait. « Et je connais votre réputation ainsi que l'expertise en ingénierie que vous apportez, » dit Guderian. Son intonation était sèche, mesurée, comme le Kaiser, pourrais-je ajouter. Le Kaiser ? Kilduff jeta un œil nerveux autour de l'aérodrome, aux camions-citernes garés, aux bunkers d'observation, aux petits convois de véhicules officiels stationnés. Le Kaiser est ici. Guderian eut un mince sourire qui fit Kilduff se sentir naïf. Bien sûr qu'il n'est pas ici, Mike. Hélas, dit Guderian, le Kaiser Wilhelm n'est plus aussi jeune qu'autrefois. Il passe notre vivifiant été allemand à Bad Ischl, dans le Salzkammergut. Vous connaissez peut-être ? Ah ! Guderian se tourna vers l'un des bunkers d'observation. C'était une excroissance basse dans le béton. Mais votre visite n'est pas sans intérêt. Kilduff suivit son regard. Sa vue, malgré ses lunettes, n'était pas très nette, mais il distingua un petit groupe d'hommes richement vêtus descendant dans le bunker. La figure au centre de l'attention était courte et replète, avec un visage doux, presque féminin. Un grand manteau blanc recouvrait un corps enveloppé de graisse. L'homme paraissait pompeux, presque comique, mais sur sa large poitrine, Kilduff vit reposer la Blumax, un témoignage indélébile du courage d'un aviateur lors de la victorieuse Kaiserskrieg, 20 ans plus tôt. La silhouette était parfaitement reconnaissable. Hermann Göring, chancelier de l'Allemagne impériale. Je suis surpris que le chancelier ait le temps d'être ici, Oberstleutnant. Oui, l'histoire nous presse, Herr Kilduff. La flotte japonaise fait route vers l'Australie et le Reichstag siège en permanence. Mais il faut maintenir les affaires courantes, n'est-ce pas ? Je suppose que oui. Alors, dit Guderian, donnez-moi vos premières impressions de notre grosse Flugzeug, notre nouvel aigle. Kilduff se demanda ce que Guderian voulait entendre. Il se retourna pour contempler de nouveau le verre de Vaslubist. L'appareil accroché à son rail de lancement était fortement profilé, en forme de poisson, au nez pointu. Le ventre était presque plat,
Des ailes en coin à profil de flèche s'étendaient à partir du milieu de la coque, longue de 30 mètres, tandis qu'un empennage effilé saillait à l'arrière. Derrière le volplane lui-même, le propulseur captif s'accrochait au rail, niché contre le bombardier. Le propulseur aussi était profilé, bien qu'il manquât de la grâce aérodynamique du bombardier. Il paraissait plutôt trapu et massif, comme un scarabée, pensa Kilduff, irrité de son emprisonnement contre la terre. Les tuyères des fusées du propulseur béaient comme des bouches, prêtes à délivrer les 600 tonnes de poussée. « Regardez la courbure de ses ailes », murmura Guderian. « Le Verde possède ce que les vieux de la Kaiserskrieg auraient décrit jadis comme une taube, un profil de colombe. Eh bien, Herr Kilduff, cela enflamme-t-il votre âme, comme la mienne ? Bien sûr que oui. J'ai attendu 10 ans une chance de grimper à bord d'un volplane Zerngabret, Oberstleutnant. C'est de toute évidence une grande réussite technique. Allgemeine Elektrizität Gesellschaft a porté le concept de volplane du Dr Zenger à des limites extraordinaires et d'immenses progrès ont été faits en structure pour vol hypersonique, en recherche sur les carburants et les matériaux, en développement de chambres de combustion, en théorie de trajectoire. Guderian secoua la tête, d'un geste bref et impatient. Les détails techniques ne sont rien. Avec les ressources de l'Europe entre nos mains et avec la proclamation de Tokyo, le Toa Shinchi Sugyo, résonnant à nos oreilles. Pardon ? Oui, un nouvel ordre en Asie. Guderian le regarda, avec un reproche, dans ses yeux noirs. Comme tout Américain informé devrait le savoir. Inspiré par un tel défi mondial, nous ne devrions rien attendre de moins qu'un triomphe technique de nos ingénieurs. Si nous devons livrer une guerre des hémisphères, il nous faut des outils hémisphériques, n'est-ce pas ? Je ne suis qu'un ingénieur, Oberstleutnant, dit prudemment Kilduff. Les détails techniques sont mon domaine. Mais je ne suis pas intéressé par vos observations d'ingénieur borné, répliqua sèchement Guderian. Je veux voir votre cœur, Herr Kilduff. Elle le fixa d'un regard dur. Elle n'avait pas plus de 35 ans, mais si ferme et efficace qu'elle semblait elle-même faire partie d'une machine. Elle faisait se sentir Kilduff lourd et binoclard, faible et décadent. Ébranlé, il contempla de nouveau le volplane. La surface supérieure de la coque lisse et monocoque était peinte d'un vert sombre forestier et le ventre d'un ciel bleu. Le vert et le bleu étaient séparés par une ligne courbe et irrégulière. Juste avant la croix impériale imposante, un énorme œil sombre, une éclaboussure gothique de peinture noire et blanche, lançait un regard féroce. Au milieu de la coque, une chauve-souris était esquissée, ailes déployées. Elle plongeait sur une proie depuis un ciel criard. Les images menaçantes, les éclats de couleurs violentes étaient audacieux, intimidants, dérangeants. Par ces ornements, le Verde proclamait son identité d'avion de guerre, bruyante, brutale. Guderian l'observait. C'est sauvage, lâcha Kilduff. Barbare. Guderian renversa la tête en arrière et rit. Bien, Herr Kilduff. Un peu de passion, enfin, barbare, peut-être. Mais nous sommes une espèce barbare, Herr Kilduff. Vraiment ? Wer de was du bist, Herr Kilduff. Nietzsche, nous devons devenir ce que nous sommes. Le petit groupe de Göring ressortait maintenant du bunker. Des aides s'agitaient autour du chancelier anxieux, tandis qu'il s'éloignait d'un pas décidé sur le béton. « On dirait que le chancelier ne restera pas pour nous voir partir finalement, » dit Kilduff. Guderian répondit sèchement. « Il doit sans doute s'occuper d'un peu plus de barbarie, peut-être. » Kilduff se tourna vers elle. La Kriegsgefahr. Les yeux de Guderian se plissèrent. Oui, la mobilisation. Bien, Herr Kilduff. Guderian se planta devant Kilduff, les mains sur les hanches. Et vous autres Américains, où vous tiendrez-vous quand le monde éclatera ? Pour l'instant, nous vous courtisons, nos ingénieurs d'AEG et de Dornier échangent des visites avec les vôtres, comme vous, de la Hughes Aircraft Company. C'est Corporation,
corrigea doucement Kilduff. Peut-être que Tokyo et ses légions vous flattent aussi, avec des promesses de commerce à travers le Pacifique et des paroles de respect pour votre démocratie. Elle pointa un doigt ganté sur la poitrine de Kilduff. La vérité est que nous sommes tous des barbares, mais à présent des barbares en compétition pour les ressources d'une planète. Et bientôt, vous autres Américains devez choisir, non pas si vous combattrez, mais avec qui. Guderian scruta le visage de Kilduff, l'évaluant. « Profitez de votre vol, dit-elle, et apprenez. » La cabine unique du Verdun mesurait à peine 3 mètres de long. Kilduff la contempla fasciné. L'Oberstleutnant Guderian était assise dans un cockpit ouvert, tassé dans le nez du volplane, lui tournant le dos, le navigateur au visage juvénile à ses côtés. L'Oberstleutnant passait rapidement en revue une liste de contrôle des instruments. Son allemand était sec, précis. Beaucoup d'instruments, scintillant derrière leurs petits disques de verre, semblaient d'un modèle assez familier. Ici, un anéroïde, là, un barographe. Plus loin, un anémomètre. La radio ressemblait à un Vogtsieben standard. Et au cas où, pensa-t-il avec ironie, il aurait eu le moindre doute quant à la véritable nature de ce magnifique engin, là, entre les pieds de Guderian, se trouvait une culasse de canon. Il n'y avait bien sûr aucune ouverture à ce moment du lancement. La monocoque était lisse et sans joint, la cabine close. Des longerons d'acier s'élançaient en arrière depuis le siège du pilote, enfermant Kilduff dans le ventre de cet oiseau de métal. Il flottait une odeur terrestre de bois, d'huile et de cuir, ce Verdun reposait sur une ingénierie simple et efficace, pensa-t-il, impressionné. Le navigateur, assis à côté de Kilduff, lui tendit la main. « Mon nom est Sperle, Wolfram Sperle, lieutenant. Vous êtes le bienvenu à bord de notre mission aujourd'hui. Vous pouvez m'appeler Wolfram. » Kilduff lui serra la main. « Je vous ai vu regarder la culasse. Le canon est un Mauser de 20 mm. Une belle arme. Mais elle ne sert pas à grand-chose, vous savez. » Détendu dans son siège baquet, son épaule en uniforme à moins de 2 cm de celle de Kilduff, Sperle semblait avoir environ 25 ans. Du cheveu blond, coupé court, hérissait son crâne. « Pourquoi dites-vous cela ? Ceci est un bombardier antipodal, pas un chasseur. » Son anglais était régulier, à l'accent plat. Pendant la plus grande partie de son vol, le volplane est balistique. Il tombe comme une pierre lancée, avec à peu près autant de maniabilité. Ce n'est pas un Heindecker, Herr Kilduff. Un Heindecker avait été l'avion de Richthofen pendant la Kaiserskrieg. Alors pourquoi emporter un canon ? Ah, Sperle toucha ses lèvres d'un index. Vanité, Herr Kilduff. Pure vanité. Kilduff éclata de rire. Il se surprit à éprouver de la sympathie pour ce jeune lieutenant Sperle. Son irrévérence était à peu près le premier signe d'humanité que Kilduff avait rencontré depuis qu'il avait traversé la Manche et pénétré dans les territoires contrôlés par le Reich 2 jours plus tôt. Mais il soupçonnait avec tristesse que l'insolence intelligente de Sperle ne lui vaudrait guère de faveur dans l'Allemagne impériale de 1940. Et Kilduff ne pouvait s'empêcher de remarquer le lourd pistolet à la ceinture de Sperle. Nul doute que le lieutenant avait reçu des instructions strictes sur ce qu'il fallait faire si le passager américain du volplane devenait indiscipliné. L'Oberstleutnant Guderian se retourna sur son siège et éloigna son micro de son menton. « Herr Kilduff ?» C'était la première fois qu'elle reconnaissait sa présence depuis son embarquement. « Oui, Oberstleutnant ? Dans le vaste monde au-delà de notre joyeux petit vaisseau, les événements s'accélèrent, semble-t-il. On m'a chargé de vous informer du statut de ce vol. » « C'est un vol d'essai à basse altitude, n'est-ce pas ? » Elle sourit d'un sourire de louve. « Pour l'instant, mais notre vol devrait durer plusieurs minutes. C'est long quand le monde est en train de se défaire. » Il fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ? Le ver de Vasdubist est entièrement ravitaillé et armé, Herr Kilduff. Sa configuration est flexible.
Il réfléchit un instant. « Mon Dieu, dit-il, vous voulez dire que nous pourrions devenir opérationnels ? Mais c'est insensé. Nous sommes à 3 minutes du lancement. Nous pouvons reporter si vous décidez qu'il vaudrait mieux ne pas nous accompagner en ce beau jour. » Ses yeux noirs fixaient les siens, chargés de mépris. Il réfléchit. Il savait que la situation internationale était grave. Il y avait une douzaine de points de friction entre les ambitions de l'Allemagne et du Japon, l'Australie, le Mandchoukouo, l'Inde, dont n'importe lequel pouvait exploser et déclencher une nouvelle guerre. Et si un incident éclatait, il ne serait sûrement pas très avisé qu'un Américain soit trouvé dans le cockpit d'un avion de guerre allemand. Peut-être devrait-il quitter le Verdun ? Oui, c'est ce qu'il devrait faire. Il n'y avait pas de doute là-dessus. Mais Kilduff attendait depuis longtemps de voir la technologie magique du nouveau volplane du Reich, tellement en avance sur tout ce que les fabricants américains avaient réussi à produire. Et plus encore, c'était sa chance de toucher l'espace. Kilduff avait 41 ans. Il secoua la tête vivement. « Je n'ai aucune inquiétude. Lancez votre grosse Flugzeug, Oberlieutenant. » Elle leva les sourcils, affichant une surprise amusée, puis elle se tourna vers ses instruments. 2 minutes 15, lança-t-elle sèchement. Kilduff retira ses lunettes et les replia dans leur étui. La cabine prit une impression floue de métal et de verre. « J'ai entendu dire que vous étiez dans le Kaiserskrieg, Herr Kilduff, dit Sperl. »« C'est exact, vous semblez tous en savoir beaucoup sur moi. » Sperl sourit. « Je me suis intéressé à vous. Le Kaiserskrieg est pour moi une sorte de fascination. Bon, je n'étais qu'un simple fantassin. Je suis venu d'Atlantique en 1918. Je n'ai pas vu de combat avant que les Alliés n'acceptent les conditions de l'armistice d'août. »« Ah, alors vous avez manqué de peu la Kaiserschlacht, la grande victoire de Ludendorff, lorsqu'il a brisé les lignes entre les Britanniques et les Français. Après 4 ans de guerre de tranchées, ce fut une percée majeure. » La voix de Sperle vibrait de fierté. « Ouais, peut-être, dit Kilduff. Mais Ludendorff avait quand même besoin d'une bonne dose d'incompétence de la part des Alliés pour atteindre son but. »« 1 minute, annonça Guderian. « Oh, je suis d'accord avec vous, dit Sperle, à la surprise de Kilduff. Le commandant français, Pétain, était bien trop prudent. Il s'inquiétait avant tout de la défense de Paris, pas du soutien des opérations alliées. » Sperle sourit avec aisance. Qui sait, si Pétain avait été désavoué, peut-être que la guerre se serait terminée en 1918 ou 19, avec la défaite du Reich à l'ouest. En fin de compte, Pétain n'a pas réussi à sauver sa capitale de l'entrée triomphale du Kaiser en 1919. Et notre victoire rapide à l'ouest nous a permis de reporter notre attention sur les bolcheviks à l'est. Puis en 1925, dit Kilduff sèchement, vous aviez établi votre Mitteleuropa, tant rêvé. Sperle haussa les épaules, de bonne humeur. Il y a une certaine inévitabilité dans l'histoire, ne pensez-vous pas ? Mais sa voix fut à présent engloutie par un rugissement qui submergea Kilduff. Les énormes fusées du propulseur captif venaient de s'allumer, comprit-il. C'était comme s'il avait été transplanté dans la poitrine d'un géant hurlant. Un poids invisible l'écrasa au fond de son siège et la cabine trembla autour de lui comme prête à se disloquer. Il y eut une poussée en avant, une sensation de chute impressionnante. Le verre de vase d'Oubiste venait d'être lancé. Il savait ce qui se passait. Il s'accrocha à sa compréhension comme à un sortilège qui pouvait le délivrer du vacarme et des vibrations s'insinuant jusque dans les recoins les plus intimes de son crâne. Le propulseur devait brûler pendant 22 secondes, projetant le volplane le long de son monorail de 2 miles. L'accélération paraissait énorme, broyant les côtes, insoutenable. Une violente secousse parcourut la structure grinçante du volplane. Ce devait être le passage du Verdun à travers le mur du son. Et maintenant, son siège s'inclina vers l'arrière et le Verdun bondit dans les airs comme une gazelle de métal. Pendant quelques battements de cœur miraculeux, la cabine fut libérée des vibrations. Kilduff halta.
Il était aussi en apesanteur qu'une pierre dans une boîte métallique lâchée du haut d'un immeuble. Une exaltation l'envahit. En cet instant, il sut pourquoi il était venu dans le Reich, malgré les réticences de son gouvernement et les craintes de son épouse. Mais même dans ce moment fragile, il entendait la voix précise de l'Oberstleutnant Guderian parlant à ses contrôleurs au sol. Puis un nouveau rugissement éclata, encore plus fort qu'avant. C'était l'allumage de la chambre de combustion d'Himmler-Benz du Volplan, à 100 tonnes de poussée. À présent, des muscles d'oxygène liquide et d'hydrogène allaient le porter aux confins de l'espace. Kilduff ferma les yeux. Les secousses renouvelées ne devaient durer que quelques secondes. Ce vol n'était qu'un simple bond d'essai au-dessus de la Prusse orientale, destiné à tester un nouveau dynamomètre. Il n'avait qu'à attendre, à endurer. Les fusées brûlaient. Une seconde peut être longue, pensa-t-il. Il aurait peut-être dû commencer à compter et à chronométrer sur sa montre. Mais quelque chose clochait. Il ouvrit les yeux et tenta de lire le chronomètre, l'accéléromètre. Sans ses lunettes, il n'arrivait pas à distinguer les petits cadrans des instruments. Il se souvint du départ précipité de Göring, de la tension visible d'un pays en proie à la Kriegsgefahr. Était-ce vrai ? Le monde était-il réellement en train de se défaire ? Les fusées continuaient de rugir, projetant le Volplan toujours plus loin de la terre protectrice. Enfin, la chambre de combustion s'éteignit. De nouveau, le Volplan se lança dans le silence et Kilduff fut sans poids. Sperle se tourna vers lui, le visage jeune marqué d'inquiétude. « Herr Kilduff, comment vous sentez-vous ? Avez-vous la nausée ?» En réalité, oui, Kilduff avait l'impression de tomber du ciel. Il lutta contre l'envie de s'agripper au bord de son siège. Il sortit ses lunettes de leur étui et les remit, restituant à la cabine une netteté brutale. Il tenta de sourire. La pesanteur ne sera pas une partie de plaisir, je crois, mais je vais bien. L'Oberstleutnant Guderian détacha son harnais. « Nous sommes entrés dans la phase balistique de notre trajectoire », annonça-t-elle sans détour. « Les fusées nous ont projetés au-dessus de la plus grande partie de l'atmosphère. Nous nous dirigeons vers notre apogée, notre point le plus éloigné de la Terre. »« Oberstleutnant, » dit Kilduff, « qu'est-ce qui s'est passé, bon sang ? Les fusées ont brûlé bien plus longtemps qu'elles n'étaient censées le faire. » Guderian découvrit ses dents blanches, régulières. Puis, avec un geste étonnamment théâtral, il se tourna et tira un lourd levier, fixé sous la verrière supérieure. Les vérins sifflèrent et les trappes s'ouvrirent autour de la cabine. La lumière, bleue et brune, inonda l'espace, atténuant l'éclairage électrique intérieur. Kilduff baissa la tête pour regarder par le pare-brise principal. Sous l'étrave du vaisseau, la planète se courbait, mosaïque de terre brune striée, de nuages et d'océans d'un bleu sombre. Mon Dieu ! Guderian paraissait triomphante, pensa Kilduff, exaltée même. C'est la guerre, dit-elle. La proclamation est venue de l'empereur dans toutes les dernières minutes. Le Reich ne restera pas à subir Hideki Tojo et ses rêves d'une Asie dominée par le Japon. Et les combats ont commencé ? En Inde, dit-elle, une insurrection a éclaté, renversant aisément les vestiges de la domination britannique. Mais elle fut inspirée par les Japonais, qui ont déjà débarqué par la mer, et donc, les troupes allemandes sont entrées aussi. Les premiers engagements ont déjà commencé, dit-elle, ravie. Le visage de Wolfram Sperle resta impassible. « Et nous, Oberstleutnant ?»« Ah, Sperle, dit Guderian, les yeux brillants. Nous avons un honneur particulier, toi et moi, un privilège. » « Un privilège ? Nos ordres ont été modifiés alors que le Verdun filait déjà sur sa trajectoire. La Kriegsgefahr prendra plusieurs jours pour se déployer complètement. Nous avons la fortune, l'honneur de servir comme première force de frappe mobilisée du Reich. » Kilduff se repoussa dans son siège. Il se débattit dans l'air, tentant de se rapprocher de Guderian. « Mais de quoi diable parlez-vous » cria-t-il. « Quelle frappe ? J'exige que vous fassiez redescendre ce maudit Volplan. » Elle l'ignora. « Kilduff, nous n'atterrirons pas en Prusse orientale. Nous irons plus loin.
Nous suivrons un grand cercle franchissant la ceinture forestière et frôlant la glace elle-même. Mais pour l'amour de Dieu, où allons-nous ? Tokyo, dit-elle. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Elle fronça les sourcils. Vous êtes absurde. C'est exactement pour cela que le verre d'eau a été conçu. Et s'il y avait une erreur, et si vous aviez mal entendu vos nouveaux ordres, nous étions en pleine phase de lancement hors de l'atmosphère, pour l'amour de Dieu. Vous faites tant d'appel à Dieu, observa Guderian d'un ton doux. Il n'y a pas d'erreur, Herr Kilduff. Wolfram Sperle se détacha de son siège et dériva vers Kilduff. Vous devez vous calmer, mon ami Michael, dit Sperle avec tristesse. Kilduff fixa le pistolet dans l'étui de Sperle. Conscient de sa respiration rapide, il essaya mentalement de répéter les prochaines actions. « Je suis citoyen américain, bon sang. Je ne vous laisserai pas m'impliquer là-dedans, j'exige. » À présent, elle semblait amusée. « Vous exigez ? Quoi ? Que nous vous laissions descendre ?» Perle lui toucha le bras. « C'est comme nous en avons parlé, Herr Kilduff. Nous sommes intégrés à l'histoire. La guerre est inévitable. Nous ne pouvons pas. » D'un seul mouvement, Kilduff saisit le revolver de Sperle et il glissa facilement hors de son étui. Kilduff ôta la sûreté et pointa l'arme vers Guderian. Guderian contempla le pistolet avec une irritation légère. « Oh, Sperle !» dit-elle doucement. « Je suis désolé, commandant, » dit Sperle d'un ton troublé. « Je n'avais pas anticipé cela. »« Et moi aussi, je suis désolé, Wolfram, » dit Kilduff avec sincérité. « Ça va vous attirer énormément d'ennuis. Mais j'étais désespéré, franchement. Je ne pouvais pas laisser ça continuer. » Il pointa le revolver vers Guderian, essayant de cacher son tremblement. « Maintenant, dit-il, maintenant nous allons parler. » Guderian ne répondit pas immédiatement. Pendant de longues secondes, elle contempla l'arme. L'intensité de la situation frappa Kilduff avec une force presque physique. Il percevait chaque détail de la cabine avec une lucidité aiguë. Le léger tic-tac des instruments, le craquement de la carlingue, l'odeur d'huile et de cuir, la sensation hallucinatoire d'apesanteur. Il n'était que 3 ici, après tout, isolés dans cette minuscule bulle d'air au-delà du ciel. Et ils pouvaient s'anéantir les uns et les autres dans les secondes à venir. Il fut frappé par le pouvoir des armes, comme ce revolver, ce bloc muet d'acier huilé, a transformé les situations humaines. Peut-être que c'était ce pouvoir qui était au fondement du prestige de la guerre, pensa-t-il. Enfin, Guderian parla. « Écoutez attentivement, » dit-elle à Kilduff. « Un passage en vol plané jusqu'à Tokyo n'est pas simple. Le vol durera 3 heures et impliquera plusieurs pénétrations de l'atmosphère. Je serai occupé à chaque instant à partir de maintenant, tout comme le lieutenant Sperle qui doit m'assister dans la navigation. » « Elle dit la vérité, Michael, » dit Sperle. « Je vais reprendre ma position, » dit Guderian calmement, et Sperle reprendra la sienne. « Je vous l'ai dit, » dit Kilduff, « vous allez poser ce vaisseau quelque part, sinon... » « Sinon quoi ?» Il l'observa avec une pitié glaciale. Elle semblait désormais au-delà du mépris ou de la moquerie. Elle avait évalué sa force, compris Kilduff, et elle croyait pouvoir le surmonter. Pensez-vous que le revolver que vous brandissez dans les airs est une baguette magique, capable de contrôler les autres par un sortilège ? Une arme n'a de valeur que si elle est utilisée. Je sais que si je l'utilise, nous mourrons tous. Kilduff fouilla dans son âme, cherchant une conviction, mais ce n'est pas aussi important que de vous arrêter. Vous n'utiliserez pas cette arme parce que vous n'avez jamais tué, dit-elle toujours analytique. Vous êtes faible, Herr Kilduff. Vous pouvez rester assis à votre siège et vous accrocher à votre jouet. Votre présence dans cette cabine n'a pas d'importance pour moi. Puis, comme pour l'écarter d'un geste, elle se tourna vers Sperle et lui aboya des instructions rapides en allemand. Sperle acquiesça et déploya des cartes. Kilduff s'enfonça dans son siège, le revolver froid dans ses mains. Prudemment, il remit la sûreté. A-t-elle raison ? Suis-je vraiment si ignorant de mon propre cœur ? Au-delà des hublots de verre blindé, le toit de la terre glissait. L'arc lisse du vol plane
l'emmena à 100 miles au-dessus de l'Eurasie septentrionale. Puis il commença sa première plongée vers la lisière de l'atmosphère et une plainte ténue monta de la coque lorsque l'air effleura le monocoque profilé. Il y eut une lueur rosée sous la moitié inférieure de la coque, comme un feu couvant sous les hublots restés ouverts. La température de la cabine commença à grimper et Kilduff tira sur le col de sa combinaison de vol. Il resta assis dans son siège, le revolver toujours posé sur ses genoux. L'arme paraissait lourde, maladroite, inutile, un symbole tangible de son indécision et de sa faiblesse. Guderian parlait doucement dans sa radio. Kilduff se demanda combien d'attention, à travers un monde se préparant à une nouvelle guerre, se concentrait sur ce vol-plan unique et sur l'audace de l'attaque qu'il menait. Peut-être que son propre gouvernement essayait de le contacter, songea-t-il. Les secousses devinrent violentes et Kilduff fut brutalement projeté contre son siège. Puis peu à peu, les tremblements cessèrent et de nouveau le verre de glissa librement au-dessus de l'atmosphère. Lorsque le saut fut terminé, Wolfram Sperler replia ses cartes avec un soupir. « Excusez-moi », dit-il à Kilduff. D'un petit compartiment logé dans la coque, Sperler sortit une gourde de cuir. Il ouvrit sa braguette et dans un doux grognement de soulagement la remplit. Il la boucha, il la rangea. Il adressa une grimace à Kilduff. Primitif, mais la meilleure concession aux besoins humains que nos concepteurs aient consenti à faire, je le crains. Kilduff, berçant le revolver, ne dit rien. Sperler déploya de nouveau ses cartes. « Alors, Michael, dit-il, à présent le verre d'œuf fonctionne comme un vol plané et un planeur, oui. Comment trouvez-vous votre première expérience d'aérodynamique ? Aérodynamique, vol plané. Kilduff tenta de penser comme un ingénieur. C'est plus fluide que je ne le pensais, je suppose. Et remarquablement efficace. Nous rebondissons comme une pierre à la surface de l'atmosphère et ainsi, pratiquement sans dépense supplémentaire de carburant, nous pouvons franchir les 500 miles jusqu'à Tokyo en un peu plus de 3 heures. Kilduff grogna. Juste le jouet idéal pour les dirigeants de la planète, dit-il. Sperler lui lança un regard réprobateur. Allons, Michael, il est inutile de nier la réalité de la politique mondiale. Considérez l'Europe centrale, un marché unique s'étendant de la côte atlantique jusqu'au-delà de l'Oural. L'Europe unifiée est désormais autosuffisante en nourriture et les mines de France, de Belgique, de Roumanie travaillent pour les marchés plus vastes qu'on aurait pu imaginer avant la libération de la guerre des empereurs. Kilduff se sentait claustrophobe, frustré. Écoute, Wolfram, personne en dehors de l'Allemagne n'aura une vision idyllique de votre Mitteleuropa. Le contrôle allemand s'étend de l'Atlantique à la Baltique à travers la Pologne russe jusqu'à la Crimée. La France est devenue un lambeau affaibli, privé de la majeure partie de ses ressources. Le Luxembourg a été transformé de force en État fédéral allemand. La Belgique et la Hollande ont été contraintes de mettre leurs ports à disposition de l'Allemagne. Il se rendit compte qu'il avait haussé la voix. « Mais ce n'est pas si simple, » répondit Sperl. « Nous avons aussi repoussé les Slaves. Nous avons libéré des millions de non-russes de la domination de Moscou. Demandez-leur leur avis sur le Mitteleuropa. » Selon le Mitteleuropa, pourquoi le grand ingénieur russe Tsiolkovsky aurait-il eu l'opportunité de développer ses idées de moteur fusée avec Daimler-Benz ? L'Oberstleutnant s'étira avec volupté. Kilduff comprit que Guderian semblait radieusement heureuse. Elle approchait de l'apothéose de sa vie. « Sperle a raison, dit-elle. Kilduff agita son revolver vers elle. « Vous m'avez décrit votre projet de guerre contre Tojo pour ces plans de Toa, Shinchi, Sugio. Mais quelle différence y a-t-il entre vos deux nations, deux traditions militaristes absurdes, archaïques, vous, maudits Prussiens, et les Japonais avec leurs 1000 ans de Bushido ?» Guderian renifla. « Peut-être qu'il n'y a pas de différence. Nous partageons beaucoup de ce que les Japonais appellent le kokutai, leur caractère national. Ce n'est pas une honte. Cela démontre seulement que nous et les Japonais sommes des loups dans un monde de moutons. Et maintenant,
Nous sommes prêts pour la guerre, pour le plus grand prix de tous, les ressources d'une Asie unifiée, et moi je vais lancer la première frappe de ce conflit historique. » Ses yeux brillaient comme les yeux peints sur la coque du Verde. Kilduff le fixa. Un instant, il se sentit attiré par son intensité vitale, par le glamour mortel séducteur de cette guerrière. Ce serait si facile d'y croire. Non, nom de Dieu, pensa-t-il, avec un dernier sursaut de volonté. Sauvagement, il fit sauter la sûreté du revolver. Il balança l'arme dans les airs et tira 2 fois dans le pupitre de commande, à l'avant du volplane. Le verre éclata. Des connexions rompues jaillirent d'étincelles sur le plateau et une puanteur d'isolant brûlé envahit la petite cabine. Wolfram Sperle saisit une couverture anti-feu. Il poussa Kilduff de côté et étouffa le panneau de commande sous la toile. Kilduff baissa les yeux vers l'arme dans sa main. De la fumée s'échappait du canon et le métal semblait chaud, huileux. Contre le dossier de son siège, Eva Guderian se propulsa vers Kilduff. Elle fit sauter le revolver de ses mains sans résistance, puis son poing ganté s'abattit d'une force inimaginable contre sa tempe. Et ce seul coup suffit à brouiller sa conscience. Mais ses poings continuèrent de pleuvoir, et bientôt il sentit, à travers une sorte de distance, l'impact dur des coups de botte dans son ventre et ses côtes. Il ne tenta aucune défense. Il laissa ses pensées se dissoudre, accueillant la douce obscurité de l'inconscience. Il se réveilla dans la douleur, la chaleur et un hurlement incessant. Il ouvrit les yeux. Ils étaient croûtés de sécrétions de sommeil, de larmes séchées et de sang. Mais sa vision, bien que floue sans ses lunettes perdues, ne semblait pas vraiment diminuer. Il était tassé maladroitement dans son siège baquet. Sa tête était une gourde de douleur. Il tenta de se redresser, mais une lancée aiguë lui traversa la poitrine. De toute façon, il pouvait à peine bouger. Ses mains et ses jambes étaient sanglées au cadre du siège par ce qui ressemblait à de larges ceintures de cuir, des ceintures d'uniforme. Le hurlement et la chaleur venaient de l'extérieur de la coque, comprit-il. Les hublots avaient été fermés et le volplane était secoué violemment, l'écrasant contre son siège. Guderian était à son poste devant lui, cramponné à son manche à balai. Wolfram Sperle avait soigneusement replié ses cartes. L'heure de la navigation était passée, semblait-il. Le jeune Allemand serrait les accoudoirs de son siège et parlait à voix basse, peut-être une prière. Kilduff ouvrit la bouche, tenta de parler. « Wolfram !» souffla-t-il. Une douleur fulgurante jaillit dans l'articulation de sa mâchoire. Il sentit le goût du sang et du mucus séché sur ses lèvres. Sperle se tourna vers lui, surpris. « Michael, je ne pensais pas que vous vous étiez réveillé. Nous entrons dans l'atmosphère, n'est-ce pas ? C'est notre descente finale. Nous sommes quelque part au-dessus de la Mongolie. Dans quelques instants, nous approcherons de la mer du Japon. » « Le Japon ? Mais les tirs, les instruments !» Sperle dut crier pour se faire entendre par-dessus le hurlement de l'air. « Vous avez détruit l'indicateur de train d'atterrissage, l'horizon artificiel, le manomètre de pression, même le réglage de hauteur du siège pilote. Donc, j'ai échoué. Je pensais pouvoir désactiver l'appareil. » « En ce sens, vous l'avez fait. L'Oberstleutnant a été très déçu que vous ayez endommagé le Lotf. » « Le quoi ? » Le viseur tachymétrique qui devait nous permettre d'effectuer un bombardement de précision sur Tokyo. Sperle soupira. Mais en réalité, Michael, en mode vol plané, le Verde est très difficile à désactiver. Après tout, ce n'est qu'un planeur. Mais sans le viseur tachymétrique. Ah, le lot de feu, eh bien, l'ingénieuse Oberstleutnant a su trouver une autre stratégie pour s'assurer que nous livrerons quand même notre cadeau à Tokyo. Il esquissa un sourire sans joie, une grimace de crâne. Nous irons à Tokyo nous-mêmes, Michael. Nous devrions faire un sacré spectacle en tombant du ciel à une vitesse quasi orbitale. Soudain,
Les hublots claquèrent, le feu cerclait le verre blindé et les étincelles et lambeaux de flammes balayèrent la vue. C'étaient des fragments de coque elle-même, se désagrégeant sous la chaleur intense de la rentrée. C'était comme si le ver d'Eup plongeait en enfer, et peut-être que c'était bien le cas, pensa Kilduff. Au-delà du rideau de flammes, il apercevait des éclats de terre bleue, brune et blanche, roulant devant le pare-brise de Guderian. Alors, pensa-t-il, tout ce que j'ai fait, c'est assurer notre propre mort. Avant de perdre le contact radio avec le Reich, nous avons reçu un appel du Kaiser Wilhelm en personne, dit Sperl. Il nous a félicités pour notre courage et il nous a assuré que nous ne serions pas les derniers à mourir dans cette guerre pour mettre fin aux guerres. Comme c'est réconfortant. Ach Gott. Il ferma les yeux et Kilduff ressentit un pincement pour lui. Une guerre pour mettre fin aux guerres? Eh bien peut-être en serait-il ainsi, et entre l'ancien fanatisme du Bushido et les expansionnistes au regard dur de Prusse, l'Amérique serait sûrement écrasée comme une coquille d'œuf. Eva Guderian se tourna à demi. Kilduff pouvait voir la lumière de la terre se refléter dans ses yeux noirs brillants. C'est une guerre pour le Mittelwelt, pensa-t-il. Celui qui gagnerait ce combat à venir contrôlerait la planète pour 1000 ans, un véritable monde de l'Axe, et avec la technologie spatiale entre les mains des vainqueurs de cette guerre pour mettre fin aux guerres. Que pourrait-il arriver ensuite? Un Mittelkosmos peut-être? Dans le pare-brise, Kilduff pouvait voir les bâtiments d'une ville s'étendant innocemment autour d'une baie. Il ferma les yeux et pensa à sa femme.